Nous accueillir ici au château de Versailles. Le directeur du développement culturel, M. Verdier-Magnaud, va arriver dans quelques instants pour vous accueillir ici à l'auditorium pour cet événement qu'on est ravis de pouvoir partager avec vous. Et je vais laisser la parole tout de suite à M. Raphaël Maillet. Bonjour à tous. Merci d'être venus et d'avoir fait salle comble pour ce premier concours d'éloquence organisé avec l'association Art Convergence. Alors, je vais commencer tout d'abord par remercier le château de nous accueillir dans ce magnifique auditorium pour cet événement qui est un événement marquant de notre histoire, de l'histoire de notre barreau, et également un événement marquant pour tous ceux qui vont participer. La participation à un concours d'éloquence, c'est toujours donner le meilleur de soi-même pour le montrer aux autres. Ce n'est pas faire des grandes phrases, ce n'est pas faire de grands discours, parce que le plus grand discours, c'est celui qui laisse transparaître votre personnalité. C'est ça l'éloquence, c'est dire qui vous êtes et le transmettre aux autres. Alors, je voudrais saluer tout d'abord la présence d'un certain nombre de personnes. Tout d'abord, M. Henrion, qui représente le premier président de la Cour d'appel de Versailles, Mme de Botteret, qui représente le procureur de la République, et Madame le procureur général, Madame Grandénon, qui est présidente du tribunal administratif, Monsieur Lambret de Souza, qui est président honoraire du tribunal de commerce. Rassurez-vous, vous ne serez pas jugé aujourd'hui. Madame Chénaud, présidente de chambre dédiée aux tutelles à la Cour d'appel de Versailles, et Madame Digaud, conseillère à la Cour d'appel à la Chambre des tutelles. Vraiment, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Pourquoi je vous dis que c'est un événement important? Alors, pas seulement parce que mon mandat de bâtonnier de l'Ordre des avocats prend fin dans 11 jours et que c'est le dernier événement que j'ai souhaité organiser, mais c'est parce que c'est un événement qu'on a souhaité organiser avec l'association Art Convergence, avec Madame Dupin. On y pense depuis un certain nombre de mois. Et c'est véritablement aujourd'hui la concrétisation de ce projet qui a été préparé par des séances de coaching avec M. Guillot, Alain Guillot, qui a beaucoup participé à cette préparation, avec aussi, je les en remercie, nos 3 secrétaires de la conférence. Alors, pour ceux qui ne sont pas avocats, pour ceux qui ne sont pas habitués au monde judiciaire, les secrétaires de la conférence, ce sont les lauréats du concours d'éloquence des avocats. Donc, ils étaient 3 à vous coacher. Ce sont Béatrice Bosquillon de Frécheville qui est présente aujourd'hui et qui fera partie du jury, Guillaume Elaïc qui était présent et qui fait partie du jury. Et puis, je salue aussi la présence de Anna Conen, qui est également avocate au barreau de Versailles, et Cécile Robert, membre du Conseil de l'Ordre, qui est également qui est ma binôme depuis 5 ans sur la question des majeurs vulnérables et des soins sans consentement. Et le seul fait de me supporter depuis 5 ans nécessite, je pense, un remerciement tout particulier. Et c'est une performance, donc elle fera partie du jury, tout comme... alors, j'ai oublié votre nom. Sandrine Broutin, directrice de l'association Falleret, qui s'occupe beaucoup de personnes en situation de handicap. Alors, pourquoi j'ai souhaité que ce soit le dernier événement de l'année et le dernier événement de mon mandat de bâtonnier? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je souhaiterais, si possible, transmettre un message, un double message. Tout d'abord, le premier message, c'est de dire que les talents, tous les talents ont leur chance et tous les talents doivent être révélés. Le deuxième message, c'est celui de la bienveillance. Alors, j'étais à la rentrée du barreau de Montréal au début septembre et ils avaient comme thème la bienveillance au cœur de la justice. Moi, j'ai envie de vous dire la bienveillance au cœur de la société, la bienveillance au cœur de nos communautés, la bienveillance au cœur de nos familles. Ça, c'est un programme alors, qui n'est peut-être pas forcément toujours dans l'air du temps,
Mais en tout cas, c'est un programme d'avenir. Mais si et seulement si vous le souhaitez. Parce que c'est votre bienveillance qui rendra la bienveillance contagieuse. Alors voilà, bonne chance à tous les candidats qui ont préparé avec tout leur cœur ce concours d'éloquence et que le meilleur gagne. Bonjour à tous et à toutes, et je trouve que vous êtes effectivement nombreux. Et j'en suis très contente et très heureuse que vous soyez venus pour accueillir ce projet qu'on réalise pour la première fois, et en plus au château de Versailles. Donc c'est pas un petit événement pour nous, et on espère qu'il y aura d'autres éditions, mais commençons par celle-là. Donc je vais commencer par remercier le château de Versailles, la direction des publics et de la culture, plus particulièrement Denis Verdier-Magnaud, qu'on attend toujours, mais qui viendra sans doute nous dire un petit mot sur le projet qu'il connaît aussi. Mais surtout remercier Mélanie Favel et son équipe qui ont mené tout ce projet et avec laquelle on a construit ça depuis en fait le 8 mars dernier, où j'ai rencontré Raphaël Maillet à l'occasion de la Journée des femmes ici. Et je lui ai fait découvrir le premier flipbook. C'était la première édition du flipbook. Et en fait, en ouvrant ce petit livret qui s'appelle « Les mots de la folie », vous en avez chacun eu des exemplaires des 3 premières éditions, il a été, je crois, séduit, estomaqué, en tout cas très intéressé par le contenu de ces flipbooks. Et il a trouvé que c'était particulièrement étonnant et pertinent. Et il a dit, pourquoi on ne ferait pas un concours d'éloquence? Alors je lui ai dit, oui, très bien, mais moi, j'ai jamais organisé un concours d'éloquence. C'est pas du tout dans les types d'événements où on était déjà allé, parce qu'on a fait déjà beaucoup de choses, c'est vrai, mais c'était vraiment une première. Donc on s'est dit, pourquoi pas? Et puis on a imaginé le projet, on a contacté déjà le château de Versailles assez rapidement en disant finalement ce serait le meilleur endroit pour organiser ça. On y est très bien et c'était un bel auditorium. Et ensuite, on s'est dit, tiens, ce sont les 150 ans de la République au château, on va demander la salle du jeu de paume. Donc, on est allé salle du jeu de paume pour un certain nombre de répétitions, pour que les candidats, je vous dirais qu'ils y sont après un petit peu, puissent découvrir ce que c'était que la prise de parole. Certains en avaient déjà une bonne idée, mais certains moins. Et l'idée, c'était de leur expliquer ce qu'était aussi un concours d'éloquence, parce que même s'ils avaient fait du théâtre, c'est pas forcément toujours la même chose. Donc c'est Alain Guyot avec lequel on a travaillé dans le cadre de ces ateliers, qui les a coachés avec un certain nombre d'ateliers, etc. Ça a été vraiment très, très intéressant. Et ils ont été à peu près de 25 à en bénéficier. Il y en a certains qui n'ont pas été candidats jusqu'au bout, certains qui sont venus assez peu. Et ensuite, effectivement, la partie que j'ai trouvée particulièrement impressionnante et qui m'a fait découvrir ce que c'était qu'un concours d'éloquence, parce que c'est vrai que j'ai jamais assisté à un concours d'éloquence non plus, c'est quand nous sommes allés à l'Ordre des avocats, invités à l'initiative du bâtonnier Raphaël Maillet, et que les candidats ont tous présenté leur texte, qui était déjà très très bien construit. Je pense que je les avais peut-être un peu aiguillés pour ça, et je regrette pas de l'avoir fait, parce que ça nous a permis d'être presque en situation, que ce soit presque des répétitions générales, et ça a été particulièrement émouvant, parce que je pense que tous les avocats qui ont participé et qui sont là pourront le dire. Je crois qu'ils sont très impatients d'écouter les candidats. Donc en fait, les candidats, pour en dire un petit mot, il fallait qu'on les recrute. Donc on s'est dit, on va s'adresser à nos partenaires de longue date, à commencer par la Fondation Falleret, dont Sandrine Broutin est la présidente ici présente et que je remercie aussi de faire partie du jury, qui effectivement accompagne le quotidien de plus de 4500 personnes dans toute l'Île-de-France, et qui a été un relais formidable, parce qu'en fait, on s'est surtout adressé à des personnes qui vivent seules. C'est un peu l'objectif de ce genre de projet, pour qu'elles puissent venir en autonomie, parce que c'est vraiment le principe des projets que nous menons. C'est qu'en fait, on est à l'écart du soin. On est dans quelque chose qu'on appelle le rétablissement, la réhabilitation. Ce sont des jolis mots que vous connaissez peut-être pas, mais bon, qui sont très, très, très utilisés dans le monde de la santé mentale. Et qui donnent de bons résultats. Donc toutes ces personnes en fait sont venues finalement de toute l'Île-de-France. Au départ, on était parti sur les Yvelines, et on s'est rendu compte assez vite que ils sont venus, revenus. Il y a même des candidats qui viennent de Lille.
et de Châlons en Champagne. Donc voilà, il faut vraiment les féliciter parce que ils sont venus régulièrement et ils sont allés jusqu'au bout. Donc on a donc élaboré un règlement aussi parce que ça fait partie des choses qu'on s'est imaginé. Ah bah tiens, je vois que M. Verdier-Magno arrive, donc je vais lui laisser la place avant de conclure. Je vais le laisser descendre les escaliers. Je vais vous raconter ce qu'est le règlement, puis après je vais lui laisser la parole et puis je la reprendrai 2 minutes. Donc le principe du règlement, ça a été de se dire qu'on n'avait quand même pas beaucoup de temps, qu'ils n'étaient pas très préparés. Donc c'était de leur dire, ben voilà, vous allez avoir une liste de sujets sur lesquels vous allez pouvoir plancher, parce que normalement, un concours d'éloquence, vous avez le sujet le jour même. Donc on trouvait que c'était quand même un peu risqué et quand même très angoissant. Moi, je serais incapable de le faire. Bon, cela dit, je participe pas au concours. Donc ces sujets ont été choisis parmi les contributions des mots de la folie. Donc on a choisi des sujets qui effectivement ont plu, vous allez les découvrir. Et il y avait une contrainte aussi, c'était que le discours soit fait en 2 à 5 minutes pour qu'on reste sur quelque chose d'assez léger et surtout permettre à un plus grand nombre de participer. Donc voilà, bah, écoutez, je laisse la parole à Denis Verdier-Magno. Denis ? On va l'applaudir doublement parce qu'il est doublement. Bonjour à tous, pardon, excusez mon retard, je suis confus. C'est Verdier-Magno, donc je suis le directeur d'événements culturels et je représente donc notre président, monsieur Le Ribot, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous parce que convié par le président de la République un peu à la dernière minute à un voyage officiel en Chine. Voilà, pour être tout à fait transparent. Donc je suis très heureux de pouvoir vous accueillir. Je remercie nos participants d'être venus nombreux. J'ai plaisir à voir que la salle est comble. Je remercie en particulier Madame Dupin, avec qui on a fait tout ce travail et qui m'a précédé à ce pupitre avec Art et Convergence. Et je salue bien sûr les personnalités qui nous ont rejoints, Monsieur Fayet et Madame Broutin. Merci également à tous les organisateurs de cet événement, avec ce travail qui a été fait par les personnes en situation de handicap. Et nous sommes toujours très très attachés à pouvoir montrer les travaux que nous engageons auprès de ces publics qui viennent compléter très largement notre offre culturelle et qui montrent à quel point il est important, au travers de l'expression artistique et culturelle qui s'adresse à tous, nous y sommes très très attachés, de pouvoir faire émerger des pratiques, des expériences et des émotions au contact de ce lieu, bien sûr, qu'est Versailles, au travers de sa réputation, mais aussi de tout ce qu'il peut offrir en termes de pratique. Et ça se sait malheureusement encore pas suffisamment. C'est la raison pour laquelle je tiens encore à renouveler tous nos remerciements à tous les acteurs qui nous aident à le faire vivre, parce que ce lieu s'adresse à tous, il est ouvert à tous. Et nous sommes vraiment très très fortement attachés à ce que son image change de ce point de vue-là et ne donne pas uniquement l'image de réputation internationale qu'a ce lieu, pour nous tous, bien sûr, français, et au-delà de ça, bien sûr, de son image de rayonnement mondial. Donc, vraiment, merci encore aux participants aujourd'hui, et je cède la parole. Je suis désolé, j'ai pas eu de détails sur l'organisation, donc je vais laisser Laurence peut-être continuer pour suivre cette journée. Merci encore à tous. On a prévenu les candidats, vous inquiétez pas. Merci Denis. En fait, avant d'écouter les candidats, j'ai plus grand-chose à dire. Je pense que je vous ai raconté un peu tout le fonctionnement de ce projet. Mais on vous a fait une petite surprise et je vais vous laisser écouter. Je vais laisser la parole, en fait, à Madeleine Fortuneau, à Pierre Leroy, qui vont vous raconter les mots de la folie, qui ont été mis en scène par Alain Guyot. Voilà, je vous laisse les écouter avant de commencer le concours.
la folie. Mégalomanie. Levez-vous, que je vous vois quand je m'assieds. Stress. Stress. Pathologique ou nécessaire. Tout est dans le dosage. Admission. Réussir ses examens pour faire des études à l'hôpital. Patient. Personne pressée d'en finir. Suicide. Être en désaccord avec son destin. Suicide. Trompe-l'œil qui laisse entrevoir une porte de sortie. Psychologue. 3, 4. Il fouille, le furet de mon moi joli. Entraide. Laissez-moi vous aider à m'aider, à vous aider. Consentement. Les soignants d'accord entre eux. Consentement. Toutes les mains, sauf les miennes. Psychanalyse. Archéologie de l'âme. Transfert. Je te parle à moi-même. Dédoublement. Je dois en référer à moi-même. Subconscient. Oubliette ou s'entasse les troubles faits. Sur moi. Sergent-major imaginaire. Moi, être qu'une vie entière ne suffit pas à connaître. Narcissisme. Refléter au plus profond de soi l'absence des autres. Obsession. Ritournelle qui ne tourne pas rond. Bipolarité. Monture invisible à trouble foyer. Anorexie. Mot trop lourd à porter quand on pèse si peu. Anorexie. Vouloir marcher dans la neige sans laisser aucune trace. Boulimie. Une faim sans fin. Délire. 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 Sortie de route du cerveau pour trouver son vrai chemin. Hallucination. Nos sens racontent des fictions qui ont perdu leur sens. Antipsychotique. Pour un atterrissage brutal, les 2 pieds sur terre. Électrochoc. Mise au courant. Abus. Blessure sans cicatrice. Déni. Objet mental non identifié. Angoisse. Délicate clandestine qui habite les esprits tourmentés. Anxiogène. Viens
vieillard grec prétendument philosophe dont les raisonnements foutent la trouille. Oh là là! Apaisement! Apaisement! S'enfoncer en soi comme dans un fauteuil. Le repli sur soi. Quelle souplesse d'esprit! Déséquilibre. Panne dans la balance psychologique. Équilibre. Suspension précaire au-dessus du vide. Psychorigidité. Incapacité à mélanger les couleurs de la vie. Antidépresseur. Bonbons qui permettent de passer du noir et blanc à la couleur. Sevrage. Un si difficile arrêt sur mirage. Rechute. Parce que la première n'a pas suffi. Refoulement. 3, 4. Ça s'en va et ça revient. Fabulation. Affabulation. Fabulation. Symphonie complexe. À la partition indéchiffrable. Simulation. Si vraisemblablement. Simulation. Si vraisemblablement. Simulation. Si vraisemblablement. Hypocondrie. Maladie imaginaire. Bien réelle. Logorée. 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 Dans un discours en cru. Tous ces mots en noyade. Cerveau. Labyrinthe inexploré et singulier. Cerveau. L'univers pèse moins de 2 kilos. L'univers pèse moins de 2 kilos. Ambivalence, ni pile ni face. Mais bien sur la tronche. Sur la tranche. Lapsus, échappée belle d'un bout de vérité. Traumatisme. Événement qui perdure malgré le temps. Désinhibition, sans rougir, se déshabiller l'âme en pleine lumière. Souffrance. Passion de la vie. Fou! Suis-je fou de penser que tu es fou? Folie. Muraille cachant l'oiseau blessé se battant pour voler. Norme! Masse humaine terrifiante! Différence. Différence. Ce qui nous lie. Empathie! Allez tous vous faire aimer! Imaginaire. Refuge agréé
vous-même. Imaginaire, la seule porte ouverte. Tous ces mots de la folie ont été proposés par Lucie, Daniel, Delphine, Laurence, Aldo, Philippe, Agathia, Chico, Noémie, Rabel, France, Serge, Stéphanie, Benjamin, Colette, William, Benjamin, Patrice, Agnès, Victoire, Marie, Hélène, Dominique, Constance, Garance et par Madeleine. et par Pierre. Les mots de la folie, Adapté et mis en scène par Alain Guillot. Place maintenant au concours d'éloquence. Je vais appeler la première candidate, Whitney Bernier, qui a choisi comme sujet empathie. Allez tous vous faire aimer. Bonjour mesdames, messieurs les jurys. Savez-vous ce qui rend une relation authentique ? Une relation authentique, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, se distingue surtout par la sincérité des personnes. Ces personnes peuvent se sentir libres de parler et de penser sans peur d'être jugées. Cette communication honnête renforce ce sentiment d'authenticité. Avoir une relation authentique, c'est également partager ses vulnérabilités, se montrer tel que l'on est, sans filtre. Être authentique, c'est se respecter en respectant les différences, les limites et les valeurs de l'autre. En ce sens, j'apprécie beaucoup l'expression « allez tous vous faire aimer », car j'aime l'amour. Car elle change une phrase à l'origine agressive en cette expression remplie d'empathie et de douce rébellion. Voilà ce que cela m'inspire. C'est comme si quelqu'un disait « Ça suffit de se détester, ça suffit de juger, alors allez tous vous faire aimer ». C'est une invitation à une bienveillance collective. C'est une façon de dire qu'au lieu de répondre à la méchanceté par la colère, nous choisissons l'empathie. L'empathie, c'est le sens caché de cette phrase. Une phrase à la fois tendre et révolutionnaire. Elle nous dit de choisir d'aimer, même quand c'est plus simple de haïr. Merci de m'avoir écouté. Allez tous vous faire aimer. Nous poursuivons avec Stéphanie Chambaud-Redon, que nous allons écouter sur le sujet « Exclusion, une prison à ciel ouvert ».
Cher jury, cher public, je me nomme Madame Exclusion. Les personnes handicapées psychiques me disent « J'ai le sentiment d'être dans une prison à ciel ouvert, d'être rejetée de la société. » Moi, je dis qu'avec eux, c'est le désordre, presque l'anarchie. Des mots me viennent à l'esprit. Et à chaque fois, j'ai l'antidote de leurs symptômes incessants. Délire, antipsychotique. Refus de soins, injonction de soins. Encore refus de soins, HDT. Pour les néophytes, hospitalisation à la demande d'un tiers. Agitation, contention psychique. Agressivité, contention physique. Logorée, c'est simple, ne les écoutez pas. C'est une plainte incessante, très difficile à supporter. Le plus souvent, on les met dans des cases avec des étiquettes. Dépression, troubles psychotiques, TOC, phobie, paranoïa, catatonie, troubles bipolaires, schizophrénie, etc., etc. À chaque maladie, son traitement, et chaque traitement entraîne d'autres maladies, comme les troubles neurologiques, les allergies, les AVC. Mais qu'importe. Ont-ils le choix? Avons-nous le choix? Moi, je ne suis pas d'accord. Je m'appelle Madame Inclusion. Je vois les choses de l'intérieur, car je suis aussi une handicapée psychique. Je suis en prison depuis longtemps. Ma prison, c'est ma maladie. Je suis attachée à elle, emprisonnée par mes émotions, captive de mes peurs et condamnée à perpétuité. Elle m'empêche de voir le ciel tout à fait bleu et le soleil qui brille au firmament. J'attends de vous des sourires et un peu de compréhension, car vos mots parfois me blessent quand vous parlez de moi. Elle est folle. Elle a l'air d'un zombie. Je plains sa famille. Les pauvres, ils n'ont pas de chance. Je suis très attachée à votre regard et espère de vous que ce regard ne s'attarde pas trop sur moi. Pourtant, lorsque je ferme les yeux et que je pense à eux, mes enfants, mes 3 perles d'espoir, ma respiration s'apaise. Un bien-être intérieur et une bulle d'oxygène envahissent mon cerveau endolori. Ils sont mon antidote, mon antidouleur, mon anti-stress, mon anti-rejet, mon anti-brouillard, anti-douleur, anti-drogue. Le ciel devient bleu. Le soleil me sourit. En chacun de nous gronde silencieusement une force qui délie les liens de notre citadelle intérieure. Sois fier de toi, redresse la tête, marche dignement vers l'horizon des possibles. Alors, Baladabo ne s'est pas présenté, donc nous allons poursuivre avec Emmanuel Dupont, qui a choisi de traiter le sujet « Moi, être qu'une vie entière ne suffit pas à connaître ». Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuel. Je vais vous dire ce qui est écrit sur ma casquette à la couleur cicriarde, ça aura son importance plus tard.
Not an actor, en français, pas un acteur. Je vais continuer avec un petit sondage express. Qui parmi vous se connaît parfaitement, totalement? Levez la main, s'il vous plaît, si vous êtes concerné. Okay. Ce résultat ne m'étonne pas. J'ai choisi comme sujet, moi, être qu'une vie entière ne suffit pas à connaître. Le thème m'a semblé évident et passionnant à la fois. Non, nous ne pouvons pas nous connaître à 100%, j'en suis intimement persuadé. Déjà, nous ne pouvons pas nous attribuer définitivement des étiquettes, des qualités et des défauts, car nous changeons tout au long de notre vie, au gré de nos événements, des accidents de la vie, de notre évolution personnelle. Nous sommes tous des êtres mouvants et donc émouvants. Ensuite, nous pensons et percevons tout par des biais, des interprétations. Même notre reflet dans le miroir n'est pas conforme à la réalité. Comment savoir d'où proviennent nos opinions, nos propos? Notre identité est complexe, multiple. Comme l'écrivait le brillant Benjamin Franklin, 3 choses sont extrêmement dures: l'acier, le diamant et se connaître soi-même. Autre argument contre cette douce illusion et ambition de parfaitement se connaître, la psychologie sociale nous apprend que nous sommes en permanence sous l'influence de normes, de pression sociale, des dynamiques de groupe. Et oui, nous n'agissons pas toujours avec autant de liberté et de discernement que nous le voudrions. Le regard des autres façonne en grande partie notre identité. Attention, cela ne veut pas dire pour autant que nous devrions renoncer à travailler sur nous-mêmes, à apprendre à mieux nous connaître, à nous aimer avec nos défauts, avec nos failles, à nous aimer avec nos répétitions d'échecs qui sont en réalité à chaque fois une tentative de guérir. Je profite de la présence d'avocats pour faire part de ma décision d'intenter un procès, au moins d'intention. Je tiens à pousser un coup de gueule contre les personnes qui emploient le terme « devenir la meilleure version de soi-même ». S'auto-analyser en permanence et s'auto-critiquer n'a jamais fait de bien à qui que ce soit. Au contraire, je vous invite tous à vous épouser vous-même, si vous me permettez l'expression. Ou même si vous ne la permettez pas, je suis maître de mon texte après tout. Je disais donc, avant d'être grossièrement interrompu par moi-même, que nous devrions tous nous épouser nous-mêmes, ou au moins faire en sorte de devenir notre meilleur ami. Je souffre d'un handicap usant et permanent qui me rend anxieux et dépressif. Je me bats contre une addiction au quotidien, car c'est un combat qu'on ne gagne jamais définitivement. J'ai des traumas qui ont affecté ma perception de moi, ma valeur, ma légitimité. Avoir enfin confiance en moi et faire preuve d'assurance ont été le travail de toute une vie. Je ne remercierai jamais assez les thérapeutes et mes proches. Il y en a qui sont là. Ils m'ont aidé à comprendre mon fonctionnement, à mieux me connaître, à m'accepter comme je suis, à pratiquer l'autocompassion. Pour conclure, apprendre à nous connaître et à nous aimer, c'est devenir acteur de nos vies. Donc je vous rappelle ce qui est écrit sur ma casquette, pas un acteur. Donc j'en ai plus besoin. Hop. Donc ce cheminement vers la connaissance et l'amour de nous-mêmes nous permet d'atteindre une forme de libération. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Pour la suite, j'invite Marie Féot à me rejoindre. Elle a choisi d'explorer le sujet déni. Le problème, c'est que tout va bien. Mes chers amis, j'ai décidé de me porter partie civile contre le déni. Le déni, vous savez, ce refus de reconnaître une réalité traumatisante ou menaçante. Il est là pour ne pas voir nos addictions. Il est là pour ne pas entendre la souffrance d'un enfant. Et c'est à peine croyable. Il existe même le déni de grossesse. Sachez que personne ne choisit.
En moi, le déni de la maladie s'est invité. Mon thermostat de l'humeur défaille, mon quotidien déraille, je dérouille, en haut comme en bas. La tempête dans les haubans, l'incessant débat, ça vibre. Où suis-je donc, moi ? Toutes ces journées, toutes ces semaines, au fond de mon lit. Puis mes idées s'emballent. Cette année, c'est sûr, j'aurai le prix Goncourt pour un livre que je n'ai pas commencé à écrire. Perché. Sacrément perché. Du lithium, docteur ? Pourquoi faire ? Je prendrai rendez-vous plus tard. Ça va bien. Plus tard, dans ces instants qui se tiennent entre les silences et les fracas. Le déni. Quelle belle invention, une protection extraordinaire, un incroyable moyen de ne pas régler un problème, puisqu'il n'y a pas de problème. C'est bien pensé. Le déni, le problème, c'est que tout va bien. Nous, les psychologues, appelons ça un mécanisme de défense. Défense, ça me rappelle quelque chose. Oui, ne trouvez-vous pas que ce déni est un génie ? Il fait tout ça sans l'aide d'un avocat. Le déni, c'est totalement gratuit. Déni, petite mécanique de génie. Déni, petite mécanique de génie. Dans notre duel, j'ai eu. Le dernier mot. Nous poursuivons avec Adrien Gérard, qui a choisi le sujet « Résilience » ou « Comment réussir ses échecs ». Bonjour, c'est moi, Adrien, j'ai 7 ans. Ce matin encore, j'étais avec ma maman. Ce soir, je me retrouve en foyer à Saint-Vincent-de-Paul. Ça va, c'est Mardi Gras. Je passe quelques mois, quelques années à Saint-Vincent-de-Paul. Je me retrouve à Montmartre. C'est beau Montmartre, dans un autre foyer. Ensuite, je passe dans des familles d'accueil. Dans des structures psychiatriques, chambres capitonnées.
J'ai à boire et à manger. Je me relève à chaque fois grâce à vous, grâce à moi. J'avance, malgré les turbulences, la résilience. Je grandis. Oui, c'est moi, Adrien, avec un H comme handicapé. Ma vie, elle est là, devant vous. Même mon chemin droit était en dents de scie. Même quand je ne jouais plus, le jeu continuait. Ma vie est un jeu, j'en ai fait mon métier, le jeu d'échecs. J'ai semé des pensées, des pièces, tout au long de mon parcours. Je m'en suis nourri. J'ai l'impression d'être fait de la même matière que mes rêves. Je me pince, je suis bien là. Le jeu d'échecs m'a beaucoup aidé. Comme Pascal, 13 ans dans ma vie, 2 mois et 9 jours. C'est mes piliers. Quand j'avais croisé Floyd dans un foyer de jeunes délinquants, Floyd m'avait jeté une chaise sur mon pied. Non, je reste debout. Je devais travailler dans un des 5 meilleurs restaurants, à côté de Reims, à Tinqueux, la 7 champenoise. Je n'ai pas pu. Et là, demain, je travaille dans un autre restaurant. J'ai été repéré pour être responsable à l'Hamburgerie, à Châlons. Et oui, ma vie, c'est ça. Floyd, je l'ai recroisé en prison quand j'intervenais pendant 5 ans au quartier Homme. Il était content de me voir. Moi aussi, je suis content de vous voir. Quand je vous vois, je me vois. Merci beaucoup. C'était Adrien pour vous aujourd'hui. Pour la suite, j'invite José Carlos Goncalves, qui a choisi le sujet addiction, course en avant qui emprisonne sitôt qu'elle le libère. Messieurs, mesdames, bonjour. Merci d'être là. Je vais comme lever un peu le... Peut-être mieux comme ça. Donc, comme vous savez, j'ai décidé de vous parler de l'addiction. L'addiction, course en avant qui emprisonne sitôt qu'elle libère. Sisyphe, du haut de son mythe, n'aurait pas dit mieux. L'addiction est une histoire sans fin, une prison farceuse qui joue à nous libérer pour mieux nous enfermer. Elle est à la fois le doudou de notre enfance et le pire des tyrans. Elle est le mal, elle est son remède. C'est une impasse. Questionnons notre regard. Sortons du cadre.
L'alcool et le tabac sont parfois désignés comme des coupables. Des coupables idéales, trop peut-être. Je vais me faire l'avocat de ces deux diables. Et si l'absence d'addiction relevait de l'addiction? Je suis dépendant à mon indépendance. La personne addicte est sous l'emprise d'un système relationnel, d'une histoire, d'un tempérament. L'objet ne serait que la partie visible de l'iceberg. À chaque verre, le malade alcoolique a le sentiment de se libérer d'un malaise. Mais il aura besoin d'autres verres pour se sentir libre à nouveau. Et encore, et encore. Il est, je pense, dépendant à un couple infernal. Je souffre, je me soulage, je souffre, et encore, et encore, et encore. Je n'aime pas parler de moi, je vais le faire aujourd'hui devant vous. J'ai dû payer beaucoup d'additions pour éponger mes addictions. La formule est badine, elle se veut légère. Légère. La légèreté, la parole, l'éloquence peut-être. Chaque mot, avalé, ignoré, maltraité, va nourrir mes addictions. Chacun de ces mots est une partie de moi. Les libérer, c'est me libérer. Me libérer avec mes mots. En voilà une belle histoire à raconter. Merci pour votre attention. C'est maintenant au tour de Seyane Koïta, dont le sujet est « Sensibilité trouée dans l'épée de soie ». Bonjour. Tout à coup, ce craquement de la feuille morte, quand elle nous rappelle la fracture d'une rotule, comme elle se craquelle. L'effet est sans appel. Tout comme ce croisement de la lune et du soleil, des milliers de miracles pullulent, qui donnent aux yeux un sens quand on croise les regards, celui des lumières, d'une naissance. C'est ce réveil fascinant, un ensoleillement. Par ces rayons, tu perçois cette idée que l'enfant s'est dessiné avant, mais l'enfance, elle, se révolte devant. Un présage, une lueur, telle qu'elle, s'annonce par les croissants purs de l'enfant intérieur. Quand place à l'entrée ou le plat, une explosion de saveurs, et oui, bien sûr, sans sel, pour préserver ce goût, cette étincelle. Quant au dessert, la pièce maîtresse, je vous esquive les détails qui me submergent. Le sucre m'appelle. C'est ainsi que parfois je me laisse aller à écrire la délicatesse sur les pages d'un papier bien rangé, dans son étreinte étroitesse.
les lettres en désuétude, tout arbore les sentiments d'amertume ou de complétude. C'est cette image de la vie, tantôt aubaine, tantôt merveille, tantôt misère, tantôt peine. Mais que sais-je de mon trait de caractère, indésirément dément, indésirablement présent? À combien d'épreuves me suis-je effrontée? La seringue est mortelle, que dis-je de ma piqûre d'Apollinaire? Projectile en action, projecteur sur le front, vivante plus que jamais je m'enterre. Les questions me guettent en tenue militaire. Au garde à vous, je me cache sous la réflexion, car leur gouvernail m'assaille de confusion. Suffirait-il d'un canal pour maîtriser l'ébullition? L'essence m'effondre, les détails m'effleurent. Je n'ai point de réponse. Et le manque me survient, comme un tank à l'horizon, comme un gouffre de lumière, sur lesquels je n'ai vu ni place ni repère. C'est la réponse cardinale du malade abyssal. La folie est ordinaire. Les erreurs me heurtent en plein cœur. Extraordinaire. Pourquoi? Chimère pour certains, délétère pour d'autres, unique à chacun. Troué dans l'épée de soie, le chagrin me hante des heures. Et quand le bonheur frappe soudain à la porte, je le vis, je le vois, je m'y noie. Mon sésame à moi, un océan de liberté, est si proche et si loin à la fois. Combien de fois ai-je tenté de m'y plonger dans mon trésor d'humanité? Prenez soin de vous. Nous poursuivons avec Edwige Lemaire, dont le sujet est stress, pathologique ou nécessaire, tout est dans le dosage. Bonjour, je suis bien Edwige Lemaire, mais mon sujet c'est résilience ou comment réussir ses échecs. C'est pas grave. C'est les impros du direct, c'est bien. Alors, les échecs. J'en ai subi quelques-uns. Licenciement, burn-out. Le dernier m'a mise KO et a bouleversé mes repères. 3 ans que je chemine. 3 ans, une éternité dans ma vie d'avant. 3 jours me suffisaient pour me reposer. 3 semaines, c'était le rêve pour me dépayser. 3 mois, parfait pour m'adapter à un nouveau projet. Mais cette fois-ci, impossible de repartir. Je ne comprenais pas, je ne me reconnaissais plus. N'ayant pas le choix, j'ai appris à être patiente, bienveillante envers moi-même. Et ralentir m'a ouvert la voie vers d'autres possibles. M'a permis de remettre en cause mes exigences, de prendre conscience de mes contradictions, de questionner mes convictions. J'étais en quête de sens. J'ai réalisé que seulement la joie pourrait me sauver. Car mon principal frein était la peur. Peur d'oser, peur de ne pas être légitime, peur du regard des autres. J'avais perdu ma liberté.
La lenteur m'a offert de magnifiques détours et la rencontre de personnes inspirantes. Soutenue par mes proches et une équipe médicale formidable, la pression s'est estompée. Je me suis surprise à reprendre du plaisir et retrouver mon sens de l'humour. J'ai aussi osé assumer mes valeurs, ça a du mal à passer encore, et me reconvertir vers ce qui m'anime vraiment depuis si longtemps. Faciliter la transition vers une économie plus résiliente et qui prend soin de tous les vivants. Valoriser la coopération et créer du lien pour dépasser les limites et déjouer ensemble les incertitudes. Aujourd'hui, j'aime mes émotions et ne pense plus qu'elles me trahissent, même si elles me font de belles surprises, je l'ai vu. Je suis fière de ma vulnérabilité. Ça démontre ma capacité à rebondir. Et à tous ceux qui m'ont répété que je devais m'endurcir pour me relever, je leur dis non. Je m'assume telle que je suis. Vous n'aurez pas ma gentillesse, ni mon hypersensibilité. Je suis heureuse de témoigner aujourd'hui pour encourager chacun à rêver grand. C'est un super pouvoir qui booste l'énergie, à cultiver sa différence. La diversité multiplie les opportunités. À prendre le temps de faire un pas de côté. Vous verrez de belles surprises vous attendre. Vos proches vous soutiendront si vous êtes épanouis. Alignés avec mes valeurs, mes engagements bénévoles sont formateurs et impactants. Avec l'action, je reprends confiance. Les échecs me permettent de progresser et d'avancer plus vite que je ne l'aurais espéré. Alors, comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Merci. Nous accueillons à présent Madeleine Moreau sur le sujet sensibilité, trouée dans l'épée de soie. Ou pas, non? C'est ça? Bonjour à tous, de votre attention, j'ai l'impression, à ce qui se passe. L'éloquence n'est pas mon plaisir. Sursis à volonté. Pour elle, le destin avait perdu l'issue de dévoilement. Parmi les ancêtres, il faut avoir vécu. Il faut le fruit cueilli sans mûrissement n'a pas de parfum. Je ne sais pas où se cachent mes mots, où trouver les mots dans un trou. Sur les murs gravés, leur inscription ne porte pas le sens de la vie. Les mots traversent une jungle infranchissable. Alors je cours vers la blessure. Ne plus vouloir boire mes mots, meurtris par un éclat de pierre. Ils s'étaient fondus dans mon mutisme. Ma vie m'est étrangère. Dans le désordre inextricable de l'intrigue de ce monde. Mon cœur s'était enlacé d'innocence, l'imagination de mon âme ternie de solitude. Comment défaire les nœuds de l'enfance? L'âge d'or de mon existence, la souffrance captive dans mon cœur non aimé. Je n'entendais pas le mot « mère ». Seule la terre méritait ce nom. Je n'entendais pas le mot « père ». Dans les décombres des racines, il avait disparu. Comment l'émotion découvre-t-elle le vrai?
Quelle pensée naissante au fond de mon être! Quelle mèche pour allumer son éclaircissement! Non pas le cri qui arrache la peau des lèvres. La parole du lien existante sera le ligament à la vie. Comme la vague aligne sur le sable les cailloux, besoin de l'élébore, herbe contre la mélancolie. Je porterai les larmes d'Éros, race des dieux. Le secret douloureux qui me fait languir, le monde périt dans les souffles brûlants avec des plaies vives. Entendre les sirènes qui soufflent sur l'air, j'aimerais entendre leur voix roucouleuse. La souffrance empoigne mon corps dans un profond silence. À ma naissance, une étoile veillait, une immensité où tout se perd. Affronter l'existant, sans vouloir enlever le masque, le besoin de me reconnaître, de me sentir être uni au monde, dans la bonté qui se forge humaine. Ô mon âme, reçois goulûment la prière de cette variation de Bach qui progresse pour t'épanouir, devient sereine. Les nuances s'accordent, ondulent comme les vagues, leur bienfait pour protéger l'esprit libre. Ne pas donner ce que l'on pense au théâtre du monde. Seul le sourire venait des profondeurs de la plaine, surgissait à l'aube que vous m'offrez. Alors, avant d'appeler la candidate suivante, je vous demande une seconde, je vais ramasser les Smarties pour éviter tout accident. Il nous faudrait également un fauteuil et une petite table basse, s'il vous plaît. On a une... Non, aucun souci. Le monsieur va le prendre. Tu veux que j'aille le prendre? Vous en occupez? Ok. Wow. C'est donc au tour d'Élodie Micou que nous allons écouter sur le sujet « Différence, ce qui nous lie ». Si je suis là sur cette scène devant vous et que vous êtes assis là-bas, dans la salle, c'est qu'il y a une différence entre vous et moi. Pourtant, ma place aurait dû être à vos côtés. Alors, qu'est-ce qui fait que je sois là et pas vous? La différence, c'est que d'un défi est née une envie. La différence, c'est que ce qui aurait dû rester un jeu s'est transformé en enjeu. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai cherché à faire la différence? Peu importe. Mal m'en a pris. Parce que je suis tombée dans le hors-sujet. Je me suis égarée, j'ai perdu mon sens au propre comme au figuré. Mais j'ai appris de cette expérience. Quand il est question de différence, c'est avant tout une histoire de rencontre. Je vous raconte.
J'ai pensé à vous parler d'Apple et de son slogan emblématique « Think Different ». Bon, allez, je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous leur spot publicitaire d'origine parce que c'est vraiment amazing. Je le vous fais en français parce qu'en anglais, je n'ai pas compris grand-chose. À tous ceux qui sont fous, aux marginaux, aux rebelles, aux fauteurs de troubles, aux ronds qui ne rentrent pas dans des trous carrés, à ceux qui voient les choses différentes. Alors oui, Apple a fait sa réputation à la fin des années 90 en cherchant à attirer les atypiques. Apple a fait de la différence son image de marque. Et ça a été un succès énorme. Pourtant, quand j'observe aujourd'hui que la plupart des ados ne jurent que par un téléphone portable Apple, là, je vois un petit point de bascule qui s'est opéré. Apple semble moins être le symbole de différence que d'appartenance. Alors oui, la différence, ça rapproche. La différence, ce qui nous lie. J'ai envie aussi de vous parler de Forrest Gump. Dans ce film, le personnage éponyme, son handicap n'est pas vraiment ostensiblement affiché. Sa mère l'élève comme un enfant ordinaire. Sa meilleure amie le traite comme un véritable partenaire. Et Forrest Gump lui-même semble ne pas faire grand cas de sa particularité. Alors, et pourtant, le plus important, il accomplit une série d'actes héroïques. Alors, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il gomme sa différence ? Absolument pas. Au contraire, c'est sa différence qui lui permet de rencontrer ceux et celles qui seront un moteur dans sa vie pour avancer. Au contraire, c'est sa différence qui lui permet de repousser ses limites et d'incarner la personne que personne n'aurait imaginé qu'il devienne. En vivant avec authenticité sa différence, Forrest s'est révélé à lui-même. Alors, la différence, ce qui nous lie aux autres, certes, mais peut-être avant tout, ce qui nous relie à nous-mêmes. Si j'ai cru me perdre en cherchant à faire la différence, en multipliant les références et les liens dans tous les sens, cela m'aura permis d'explorer une partie de mes singularités. Et je les ai embrassées. Je me suis rassemblée. Je me suis rattachée, donc, liée à ce que je suis. La différence, ce qui nous lie, peut ainsi être entendue de plusieurs manières, selon la lecture que vous, ici présents, faites ou avez faite de l'expérience de la différence. Mais j'ai envie d'aller un peu plus loin. J'ai envie d'user de ma différence et j'ai envie de vous embarquer avec moi. Vous me suivez ? Et si je changeais une lettre, juste une lettre à cette définition ? La différence, ce qui nous lie, avec un T. Sous cet angle, la différence n'est plus seulement une manière de rapprocher des personnes qui ont un peu les mêmes similitudes ou les mêmes particularités. La différence n'est plus seulement ce qui nous éloigne des autres en nous entravant. Non. La différence devient une clé de lecture, une clé de voûte de qui je suis, de qui vous êtes. Partez à l'aventure de votre différence et vous découvrirez un monde infini, votre monde. Dialoguez avec la différence et vous irez à la rencontre de vous-même, mais aussi à la rencontre des autres. J'ai une question. Si la différence est une histoire de rencontre avec soi et avec l'autre, la différence, ce qui nous lie, diriez-vous que votre regard sur la différence
est maintenant différent. Je vous remercie. Nous poursuivons avec Caroline Patron, dont le sujet est délire, activité créative punie par la santé. C'est un fou, allié, un dingue, givré, marteau, aliéné, déséquilibré, cinglé, allumé, détraqué, malade, insensé, dérangé, maboule, perché, toqué, sonné, loufoque, désaxé, agité du bocal, barjot, fada, piqué, toc-toc, zinzin, tapé, ravagé. Tant de mots, tant de souffrances pour en arriver là. La décompensation, conséquence de causes qui peuvent être multiples, la violence du délire se manifeste quand la douleur arrive à son paroxysme. Une souffrance telle que l'échappatoire est fatal, la fuite de la réalité brutale. Insupportable devient vital. Submergé par un imaginaire débordant, épuisant, qui implose dans tous les sens, où tous les sens peuvent être touchés. Heureusement, cela permet parfois d'aller vers un narratif plus acceptable, plus tolérable. On débranche, on déconnecte. Délire puni par la santé, mais peut-être faudrait-il définir ce qu'est la santé. Comment être en bonne santé quand le système de soins s'écroule, quand la majorité de ce qu'on ingurgite n'est plus tellement physiologique ou terriblement indigeste pour notre âme? Comment être en bonne santé avec cette productivité à outrance, ce rythme effréné que ce monde nous impose, où tout est à vendre au détriment de notre humanité, dans un monde où le culte de l'apparence, de la performance, s'impose par un matérialisme exacerbé, pour aller vers une intelligence qui ne restera qu'artificielle, avec les feux de paille qu'elle promet, face à nos âmes qui s'en trouvent bien désemparées. Comment être en bonne santé dans un monde où l'animal est instrumentalisé, exploité, rentabilisé? La violence innommable des élevages intensifs, des abattoirs, jusqu'à aller même broyer vivants des poussins mâles. Si seulement il y avait des vitres à tous ces bâtiments, pour que l'inacceptable ne soit plus cautionné. Comment être en bonne santé quand à l'autre bout du monde, on utilise des enfants pour travailler dans des mines au détriment de leur vie, pour le confort des pays richement dégénérés, pendant que quelques personnes se paient le luxe d'un voyage sur la Lune ou investissent pour une vie potentielle sur Mars, alors qu'il y aurait tant à faire sur cette Terre. Donc oui, cette vie, cette existence participe à me rendre malade. Je me sens impuissante, désarmée face à tant de souffrances. Eh bien, je m'interroge, est-ce un signe de bonne santé que d'être adapté à une société malade? Qu'en pensez-vous? Pour la suite, j'invite Claire Pitot de la Beaujardière à monter sur scène. Elle a choisi d'explorer le sujet résilience ou comment réussir ses échecs. Bonjour. 1,6 million. 1,6 million, c'est le nombre de personnes touchées par les troubles bipolaires en France. Je vais partir de ces 1,6 million et je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est les troubles bipolaires.
Moi, j'utilise souvent cette métaphore de la vague. La vague monte, 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 et tout en haut de la vague, c'est la manie. Avec la manie vient dépense d'argent, dépense d'énergie des autres. On parle vite, fort, 1000 idées nous traversent l'esprit. À mes 18 ans, je n'avais plus aucun euro dans mon compte bancaire. J'avais tout dépensé en l'espace de quelques semaines. J'allais 5 fois par semaine au bar. Je demandais à mes collègues lillois de m'appeler Khaleesi, qui veut dire reine, dans le langage de Game of Thrones, une série que j'aime beaucoup. Un peu trop apparemment. Puis vient le creux de la vague, et avec le creux vient la dépression. Il y a souvent ces idées noires qui nous polluent l'esprit, parfois même des tentatives de suicide. Moi, j'ai énormément de chance de connaître mon trouble et de ne jamais avoir eu envie d'en mettre fin à mes jours. Pourtant, il y a tant de personnes qui souffrent de troubles bipolaires ou d'autres troubles qui veulent en finir de leur jour. Il faut ne jamais les oublier. J'ai cette chance de connaître mon trouble et de connaître surtout mes besoins. Je sais que malheureusement, moi, la fêtarde, je dois dormir 10 heures par nuit. J'ai besoin d'une routine, de me lever à peu près à la même heure, de me coucher à peu près à la même heure, de travailler le matin, un peu moins l'après-midi, de prendre consciencieusement mon traitement, mais surtout de bien m'entourer. Quand je suis allée pour la première fois à l'hôpital psychiatrique, mes meilleures amies sont venues me chercher. Elles ont même organisé une petite soirée quand je suis revenue de l'hôpital. Elles sont cool, non ? J'ai toujours eu le soutien de mes parents infaillibles, dont ma mère est juste ici dans la salle. Grâce à elle, grâce à eux, après m'être tombée, je me suis à chaque fois relevée. Vous savez quoi ? Mon vœu le plus cher s'est exaucé. Je peux enfin vous dire que je vis de ma passion, le cinéma. Pourquoi ? Parce que j'ai le Graal, l'AAH, l'allocation pour adultes handicapés, qui me permet d'avoir quelques sous chaque mois dans mon compte bancaire, comparé à quand j'avais 18 ans. Depuis 2023, j'ai compris que j'avais une voix à porter pour ceux et celles qui ne peuvent pas en parler, qui ne peuvent pas parler de leurs troubles par peur d'être sortis du chemin de la vie, finalement. Et c'est ce que je fais avec mes réalisations. Je sensibilise aux troubles bipolaires et aux autres maladies qui existent. Je veux donner de l'espoir. Je veux vous montrer qu'aujourd'hui, j'en suis la preuve vivante, on peut s'en sortir. Alors, en conclusion, j'aimerais vous poser une dernière question. Avez-vous changé votre perception des troubles bipolaires ? Moi, je l'espère. Merci. Nous poursuivons avec Angélique Procope, dont le sujet est stress, pathologique ou nécessaire, tout est dans le dosage. Mesdames et messieurs, bonjour. Le stress, dans la vie, est-il un allié ou un ennemi mortel ? Le stress peut nous contraindre ou nous propulser. Je ne vous donnerai pas de définition. Chacun de nous l'a déjà ressenti. À mes yeux, le stress ressemble à un moteur. Quand il tourne rond, il nous pousse en avant. Quand il s'emballe, il peut nous briser. Pour ma part, le stress a été un cauchemar. Il m'a étouffée, il a ralenti mes gestes,
envahit ma tête, figé mon corps. Mes journées étaient rythmées par des rituels, des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC ou pensées aux rituels obsédants, censés me rassurer. Mais ces TOC me dévoraient. Ils engloutissaient mon temps, mon énergie, ma respiration. Je ne voyais pas de fin à cette spirale. J'étais à bout de force, suffocant. Et puis, ce fut la maladie, l'anorexie mentale. Le stress, alors, m'avait échappé. Il contrôlait tout. Je redoutais le monde extérieur, sous le poids du regard des autres. J'avais peur d'exister, peur d'être moi-même. Je cherchais à tout maîtriser. Mon corps, mes sensations, mon assiette, jusqu'à devenir un squelette sur pattes. Je voulais fuir loin de tout. Je traversais des nuits sombres. J'étais hantée par l'envie de tout arrêter. Non par romantisme morbide, mais par désir de silence. Un silence pour échapper au vacarme du monde. Et pourtant, même dans le noir, une étincelle persistait, minuscule, vacillante, mais vivace. Et devinez qui m'a sauvée? Vous ne devinez pas? Eh bien, c'est mon stress. Oui, ce tyran sans nom est devenu un allié. Je l'ai domestiqué. Plutôt que de le subir, je l'ai appelé par son nom. J'ai ralenti mes ruminations. J'ai respiré calmement, profondément, pour retrouver le goût de la vie. Aujourd'hui, je suis plus stable, fragile peut-être, lucide assurément. Je sais que la rechute n'est jamais exclue. Mais je sais aussi, tomber, ce n'est pas disparaître. Se relever, c'est un choix. Un choix que je peux faire encore et encore. Le stress n'est plus mon ennemi. Il est cette lumière rouge, clignotante dans un coin de mon cerveau, cette alarme qui murmure « Attention, tu existes ». Si je l'écoute, sans le laisser hurler, alors oui, dans la vie, le stress est utile, à condition de le doser sans excès. Ainsi, j'ai choisi de vivre. Merci. C'est maintenant au tour d'Angélique Procope, qui a choisi le sujet. Oula, pardon, excusez-moi. N'importe quoi. Marie-Pascale Pi, excusez-moi, dont le sujet est logoré dans un discours en cru, tous ces mots en noyade. Ça va aller. On va essayer. Très bien. Merci. Excusez-moi. Dans l'obscur, j'ai plongé. La lumière des hommes aveuglait la nuit dont je voulais me parer. Dans la nuit d'un jour, des jours, du jour, jour échelle où, devenu entre deux jours ajourés, je me fais abîme pour un monde de silence.
Mais voilà que dans cette nuit devenue, des êtres laissent passer un jour entre 2 jours ajourés pour autre jour. Des êtres qui sont partout et nulle part. Ils jouent avec les mots qu'ils aiment à libérer quand ils rencontrent des hommes qui, eux, s'y noient. Les mots devenus connaissent alors d'autres heures et prennent ainsi racine. Plus encore, ils donnent aux hommes cette langue qui conduit à jongler avec les mots. Une langue qui n'a pas de prix. Tous les hommes peuvent la parler. Apothéose, vous me direz. Pas de discours en cru, plus de mots en noyade. Adieu, logorée. Cependant, la réalité est là. Je ne connais aucun de ces êtres. Je ne peux que tomber, chuter, me relever, chercher un guet, mais je suis fatiguée, si fatiguée de ce discours en cru, de tous ces mots en noyade qui n'ont de cesse de m'accabler, de m'embourber, de m'enfermer. Serais-je donc destinée à vivre de silence? Évidemment pas. Je connais une langue, moi aussi. Une langue qui a un prix. Entendez, écoutez, au-delà des mots, la musique mène la danse. C'est ainsi qu'elle m'emmène, qu'elle m'amène, puis m'affranchit pour mieux crever le ciel. Étoile morte devenue, pendue tout court, je suis. Pour tout vous avouer, et je ne mâche pas mes mots, cet écrit est né pour ne pas faire face à ce discours en cru, à tous ces mots en noyade, à cette logorée, à ces mots, bref, de la folie, qui ne pouvaient que me conduire directement en psychiatrie. Je préfère être ici, cet après-midi, avec vous. Merci. Nous poursuivons avec Karen Saïdani, qui a choisi le sujet « Différence, ce qui nous lie ». Bonjour. Alors, la différence, c'est ce qui nous lie. Différence et unité, deux termes qui semblent s'opposer. Certains pensent peut-être, est-ce que la différence pourrait être un facteur d'unité? Certains pensent peut-être que l'unité, c'est quand tout le monde a le même portable. Comme si cette uniformité pouvait garantir notre lien à tous, nous, humains. Bien au contraire, ce lien qui fonde notre humanité s'inscrit dans la diversité. Unité dans la diversité, la devise de l'Europe, ou E pluribus unum, un parmi plusieurs, celle de l'Amérique, montre bien notre connaissance de cette réalité et l'importance que nous lui accordons. En effet, dans la nature, il n'y a pas deux êtres identiques. De même que l'humanité, issue de la nature, est constituée de ces différences. Les atomes qui composent l'univers sont liés dans cette diversité, de même qu'un jardin où s'agencent harmonieusement des fleurs d'espèces différentes est plus beau et plus attrayant qu'un parterre de fleurs semblables. Ce qui produit l'attrait et assure le fondement de notre humanité, c'est donc bien l'unité dans la diversité.
Comme le monde serait terne si nous portions tous les mêmes habits, avions les mêmes habitudes et les mêmes discours. Nous sommes riches de nos différences. Et cette mosaïque de tons différents qui fait la beauté de l'humanité rend l'aventure de la vie attrayante et désirable et rehausse la qualité de nos interactions. Peut-être avez-vous un jour éprouvé une soudaine capacité à vous exprimer dans un langage inconnu, ou plus simplement le désir sincère de mieux connaître l'autre. Plus que celui qui nous ressemble par les habits ou le langage, l'autre est à même de susciter en nous des facultés inédites d'adaptation qui nous rendent meilleurs. Dimanche matin, alors que je faisais mes courses, le caissier, noir de peau, me fait remarquer que j'ai oublié de peser mes bananes. Je vais donc peser mes bananes, et en revenant, je me dirige vers son collègue, noir de peau lui aussi. Mon caissier, me faisant un signe de la main, me rappelle que nous autres occidentaux ne savons pas toujours distinguer les gens de couleur. Confuse, je me redirige vers lui et lui fais remarquer gentiment « Je vous ai confondu avec votre collègue ». Mon caissier comprend et accueille volontiers mon trouble. S'ensuit un échange amical et plein de joie et de courtoisie de part et d'autre, nourri du respect dans les différences entre lui, sans doute descendant d'esclaves, et moi, ayant à l'esprit qu'il fut un temps, ma famille exploitait des esclaves pour cultiver ses terres. J'ai alors réalisé qu'en acceptant et respectant ces différences transcendant les générations, nous participions en quelque sorte à la création d'un monde plus juste. Acceptons, que dis-je, embrassons nos différences, car la différence, c'est ce qui nous lie. Et enfin, j'appelle Nicole Viotto, qui a choisi le sujet intuition, se dit d'un doute irrationnel. Bonjour à tous, je suis Nicole. Je vais vous parler de l'intuition. Il m'est arrivé de sentir que quelque chose allait se produire sans savoir pourquoi. Il m'est arrivé aussi de sentir qu'il fallait dire oui sans savoir pourquoi, ou au contraire, d'avoir ce léger pincement intérieur qui murmurait non avant que la raison revienne tout compliquée. Cette voix discrète mais insistante, c'est l'intuition. C'est pourquoi, un matin, je me suis réveillée à l'aube et j'ai eu l'intuition que quelque chose allait se produire. Mon papa décédait à 59 ans un soir de juin 92. Cet être cher à mon cœur allait me faire vaciller. Je ne dormais plus. Impossible de trouver le sommeil. C'est alors que je perdais mon emploi de secrétaire juridique chez des avocats que j'affectionnais tout particulièrement. C'est pourquoi l'intuition est à prendre en considération, à mon avis. Du coup, de jour en jour et de nuit en nuit, je pensais sans cesse à mon papa. J'avais perdu la notion du temps, la raison, et ma dérive a été plus grave que l'on ne peut penser. Hôpital psychiatrique, et là-bas, le chaos, abruti par les médicaments, les coups des malades, dans une structure pas adaptée où tous sont mis dans le même sac, et pour moi, déjà la perte d'un être cher, là, je me suis perdue. J'ai été privée de liberté. Je me sentais en prison. Je me souviens qu'un jour, à l'isolement, dans une pièce glaciale, à l'époque, je fumais, bien sûr, mes cigarettes avaient été confisquées. Pour un fumeur, rien de pire. J'ai tellement hurlé pour en avoir une qu'une infirmière que je n'oublierai jamais m'a donné cette cigarette. Puis, sortie de l'isolement, un matin, j'ai croisé le regard d'une psychiatre dans le couloir de l'hôpital qui m'a tendu la main et nous avons discuté de tout et de rien.
Elle a accepté d'être mon médecin et nous avons appris à nous connaître et sommes devenus des amis. Elle a su me donner le bon traitement faiblement dosé qui m'a permis de refaire surface. Les années ont passé. Elle a pris sa retraite, je ne l'ai jamais revue. De ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir compter sur l'amour de mon fils et de mon mari, qui sont venus chaque jour me rendre visite. Et j'attendais, croyez-moi, avec impatience ces moments précieux qui m'ont permis de comprendre qu'il fallait que je me relève afin de pouvoir sortir de ce cauchemar infernal. Petit à petit, j'ai refait surface. Au fond, la folie et l'intuition ne sont que deux façons de sortir le monde autrement. Et c'est dans cet autrement que l'on apprend peut-être à se retrouver. Et je suis là aujourd'hui, tel que vous me voyez. Merci à tous. Un immense bravo à toutes les candidates et à tous les candidats. Et c'est donc maintenant au tour du jury de délibérer. Le jury, après en avoir délibéré. Je vais tout d'abord dire un petit mot général, parce que on vous a vu, pour certains, pour 3 prestations. Et pour la plupart, vous n'avez pas assisté aux 3 prestations. Ce que je peux vous dire, c'est que chacun, cet après-midi, a donné le meilleur de lui-même. Et comme on dit sur certaines courses à pied de longue distance, il n'y a pas de perdants, il n'y a que des finishers. Et vous êtes tous des finishers. Et je crois que ce soir, vous vous endormirez libérés, délivrés et fiers de vous. Parce que vous nous avez donné une belle leçon de vie cet après-midi et vous nous avez fait partager parfois des moments tendres, des moments drôles, des moments émouvants et en tout cas toujours des moments de partage. Et en fait, c'est ça l'éloquence, c'est partager. Et là, pour le coup, on a été vraiment, vraiment gâtés. Alors, je vais demander à nos 4 avocats qui faisaient partie du jury de venir vous remettre un petit cadeau à chacun, c'est-à-dire un sac. Ah, c'est le sac souvenir et la gourde isotherme souvenir du bicentenaire de notre barreau, car en décembre 1825, 6 avocats intrépides créaient le barreau de Versailles. Alors qu'ils se sont multipliés, et même s'ils ne sont pas aussi nombreux que les étoiles du ciel, eh bien, ils sont aujourd'hui 760 en activité. J'en ai 4 parmi nous et qui ont vraiment eu le plaisir de participer à cet après-midi et le plaisir de participer à ce jury. Vous avez également à l'intérieur donc une gourde isotherme. Alors conservez-les bien, ça ne sera pas réédité et elles sont en exemplaires limités. Et puis une plaquette qui est offerte aussi par le château de Versailles, que je remercie encore de nous avoir accueillis aujourd'hui dans ce véritable écrin qui est l'auditorium du château, qui est vraiment une construction extraordinaire dans ce château qui est si chargé d'histoire, une construction totalement extraordinaire. Alors il nous fallait, comme pour les Jeux Olympiques, un podium. Et je vais donc appeler, dans l'ordre décroissant, du 3e au 1er. Le 3e prix a été accordé à une participante qui nous a finalement expliqué que la vie était belle, Marie Féot. Félicitations.
Le deuxième prix nous a parlé de quelque chose que nous, avocats, nous connaissons bien, le stress et tout ce que ça pouvait engendrer. Deuxième prix pour Angélique Procope. Et pour le premier prix, un cadeau particulier de la part du barreau de Versailles, qui est 2 places pour venir assister à un événement que le monde entier nous envie, qui est la revue des jeunes avocats, qui aura lieu, je le dis déjà, le 28 novembre prochain, le 28 novembre 2026. Il faut réserver le Théâtre Montansier un peu à l'avance. Et donc, le prix, ce sont 2 places qui sont offertes pour cette soirée. Et vous verrez, vous passerez une très bonne soirée. Il n'y a pas besoin d'être avocat pour l'apprécier. Et je vous invite tous, d'ailleurs, à retenir cette soirée du 28 novembre 2026. Alors, je n'ai pas d'action dans la revue parce que généralement, c'est le bâtonnier qui a la tête de Turc. Donc, c'est vraiment sans intérêt de ma part. Mais vous passerez un très bon moment. Et le premier prix est digne de monter sur les planches d'une scène de théâtre, puisque c'est Marie-Pascale Pie qui a été désignée premier prix et vainqueur de ce premier concours d'éloquence, avec beaucoup de fierté. Merci beaucoup. Merci d'être venu assister à ce concours. Merci d'avoir partagé ces moments agréables. Bien, pour moi, mon mandat se termine à Versailles dans un feu d'artifice. Merci beaucoup.